Bienvenue sur notre live Facebook consacré à la reconversion professionnelle. Ce soir, nous recevons Fred Jourdain, Bonsoir. qui va répondre aux questions des internautes. Mais avant cela, je vais te demander, Fred, de te présenter, s'il te plaît. Oui, alors bonsoir tout le monde et merci d'être là. Moi je m'appelle Fred Jourdain, j'ai 43 ans et je suis le cofondateur avec mon associé Hugo d'un garage de transformation de moto qui s'appelle Blitz Motorcycles et qui est basé à Paris. Alors, tout plaqué pour une reconversion professionnelle, ça demande financièrement des changements. Est-ce que tu veux nous raconter comment ça s'est passé à ton niveau? Oui, effectivement ça se prépare de changer de vie parce que on n'est pas d'abord on n'est pas programmé pour ça, surtout quand on a un chouette métier et qu'on s'y plaît, et puis que c'est un métier qui assure aussi un revenu. Et puis on se dit on va se lancer dans quelque chose dans lequel on n'est peut-être pas légitime, pour lequel on n'a pas au départ été formé. Donc moi j'avais fait en sorte que dans les quelques années qui ont précédé ce changement qui a eu lieu en 2010, j'ai déjà commencé à drastiquement moins consommer pour mettre un peu d'argent de côté pour justement ce moment où j'allais faire la bascule et être un peu seul, sans salaire, quoi. Donc oui, ça se prépare, bien sûr, ouais. Financièrement, est-ce que la situation financière, elle doit être confortable lorsqu'on entame une reconversion professionnelle? Est-ce que c'est indispensable? Alors, je ne parlerai pas en situation financière. Moi, je pense que, mais encore une fois, je ne parle que pour moi, hein, mais je sais que moi, c'était pas tellement le problème financier qui me posait problème, c'était la satisfaction que j'avais de me lever le matin. Et en fait, entre le métier que j'avais avant dans l'internet et ce nouveau métier que j'allais découvrir, en tout cas que nous allions créer avec Hugo, j'avais clairement plus de plaisir. Je m'accomplissais plus à titre personnel dans ce métier-là. Alors, ok, j'allais être moins bien payé, mais je pense que j'allais gagner en valeur humaine. Et moi, mon choix, il s'est fait là-dessus, en me disant, je ne suis pas obligé de gagner autant d'argent que ça pour bien vivre. En fait, c'est quoi la définition du bien vivre? Et je prends toujours l'exemple des vacances, moi. Avant, quand j'étais salarié, que je gagnais bien ma vie, j'avais les vacances des CSP+. Donc, je partais 15 jours à l'étranger, ça me coûtait 5000 euros. Avion, hôtel, tout ça, tout ça. Et depuis que je suis plus CSP+, j'ai des vacances de prolétaires, mais des super vacances de prolétaires, parce qu'avec nous, on prend la route, on fait des milliers de kilomètres en Europe, avec nos vieilles motos, on tombe en panne, on se répare, on prend plus d'outils que de vêtements, on a 3 slips, 3 caleçons et 3 t-shirts. Et on revient de ça, on est des aventuriers, on s'est réparé tout seul, donc on n'a pas besoin d'assistance, on a vécu des trucs dingues, on a évidemment une petite tente, et donc on dort parfois dans des prés, parfois dans des campings, parfois dans des tout petits hôtels, et parfois même directement chez l'habitant, et donc on rencontre des gens. Et finalement, je me rends compte que ces vacances-là, je pourrais t'en parler pendant des heures, alors que mes vacances d'avant, ça ne m'intéresserait même pas de t'en parler. C'est enrichissant sur le plan humain. Oui, oui, c'est ça. Et pourtant, ça nous coûte nos frais d'essence et éventuellement deux repas par jour, quoi. Parce que, encore, ouais, deux ou un, parce que parfois on ne mange même pas. Donc, ça ne coûte rien, en fait. Mais on revient hyper riche de tout ça. Donc, la notion de l'argent, la notion du bien vivre, elle est somme toute relative. Si, pour les gens, bien vivre, c'est effectivement se faire des vacances à 5000 euros tous les 2 mois, alors ne faites pas ce que j'ai fait. Si, en revanche, c'est être fier de vous, être droit dans vos bottes et surtout avoir des tonnes et des millions d'histoires microscopiques et drôles à raconter à chaque fois que vous voyez des copains, alors faites ce que j'ai fait. Une reconversion, ça se prépare? De ton côté, est-ce que tu avais déjà ouvert un atelier, par exemple, avant de te reconvertir en 2010? Alors, en fait, moi j'ai fait un CAP de mécanique en 2004-2005 pour moi, à titre perso, avec aucune velléité à l'époque de changer de vie. Et ça m'a rattrapé au bout de quelques années. Entre-temps, j'avais rencontré Hugo et nous avions un endroit, mais qui est toujours le même d'ailleurs. Donc, c'est un atelier, mais que personne ne connaît, où il n'y a pas d'adresse. Et à l'époque, ça nous allait très bien. Ça nous va d'ailleurs toujours très bien aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était super parce que c'était le soir et le week-end. Et donc, à force de faire ça sur le week-end pour d'abord des amis, enfin nous d'abord, après les amis d'amis, et puis ainsi de suite, on s'est mis à avoir une sorte de clientèle, c'est-à-dire des gens qu'on ne connaissait pas personnellement, mais qui venaient nous confier leur moto à transformer. Et donc, oui, quand on a franchi le cap et qu'on a décidé de se nommer, donc d'avoir un nom et puis même d'avoir une structure juridique, on avait déjà quelques motos à notre actif, on avait donc déjà des histoires à raconter aux gens. Et ça, c'était important. Donc, ça s'est pas fait entre le lundi et le mardi. Ça s'est fait sur une période beaucoup plus longue. Ouais, tu pourrais quantifier un peu? On va dire que l'idée a dû germer dans mon esprit en 2009, puisque je me souviens très bien que j'avais pris un mois et je suis parti en Californie entre le 9 avril et le 9 mai 2009 pour aller rencontrer des préparateurs moto là-bas, parce que eux déjà en vivaient, parce que c'est un autre milieu, c'est un autre monde. Et je voulais justement
un peu comme un journaliste, un peu comme Tintin aux Amériques, j'allais avec mon petit micro et j'allais leur demander comment vous faites pour en vivre. À la pêche au renseignement. Ouais, sauf qu'ils m'ont jamais dit comment ils faisaient pour en vivre, ils m'ont juste dit tu vas avoir 50 ans et avoir des regrets. Je dis non. Et quand je suis rentré de ce mois, j'ai dit Hugo, écoute, je sais pas comment ils en vivent, mais par contre, je sais un truc, c'est qu'ils sont heureux. Et j'ai dit, moi j'aimerais bien être heureux, mais qu'on le fasse ensemble. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc ça, c'était en mai 2009 et on a déposé les statuts on a fait les premières démarches en juin 2010. Donc voilà, il s'est passé encore un an pendant lequel j'ai dû être à mi-temps. J'étais directeur du marketing à mi-temps, ce qui n'existe pas en vrai. Mais voilà, ils avaient accepté que je sois comme ça. Et en fait, je passais plus de temps, même quand j'étais dans Internet, devant mon écran, je faisais des schémas électriques de moto, j'étais sur les forums mécaniques, je répondais à des questions, j'en posais d'autres. Et donc j'accumulais du savoir pour l'après-midi l'utiliser sur les projets qu'on avait en cours avec Hugo. Donc ça, ouais, ça a pris entre 8 et 10 mois, quoi, on va dire, globalement. Il y a une question qui revenait aussi concernant la pression d'être salarié, la sécurité de l'emploi et la pression de travailler à son compte. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton expérience? Alors moi, je vais te dire un truc, honnêtement, je n'ai jamais eu de pression quand j'étais salarié. C'est pas compliqué. Moi, quand je suis arrivé dans l'Internet, ça n'existait pas l'Internet. Donc je pouvais faire ce que je voulais, on n'avait pas de maître étalon. Et puis j'avais la chance d'avoir des patrons qui me faisaient confiance. Donc j'ai jamais eu de pression en tant que salarié. Après, mon éducation fait que j'étais là pour délivrer. Donc on me paye, il faut que je bosse. Et donc j'estime que je bossais bien. En tant qu'entrepreneur, je n'ai non plus aucune pression parce qu'on n'a pas de salarié. Si j'en avais, là j'aurais une pression de chef d'entreprise. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression d'être chef d'entreprise. Je suis un transformeur de moto, point. Donc j'ai pas vraiment de pression. La seule chose qui change, encore une fois, c'est que quand je travaillais pour des patrons, et ils étaient vraiment très cool, c'était un esprit de famille, n'empêche, je travaillais pour eux. Aujourd'hui, je travaille pour Hugo et moi, pour notre satisfaction totalement personnelle uniquement. Et bien sûr, celle de nos clients, mais j'ai envie de dire que c'est presque secondaire, même si ça ne l'est pas, mais c'est d'abord et avant tout notre fierté à nous, de pouvoir se dire assez régulièrement, ce qu'on a fait, on l'a bien fait. On l'a bien fait dans la limite de nos capacités, avec nos moyens, mais on a donné tout ce qu'on a pu donner. C'est comme en sport, quand la victoire est belle, mais la défaite peut être belle. Si tu t'es battu comme un lion, il n'y a pas de honte à perdre. D'aller au bout de soi-même. Ouais, et en fait, tu apprends vachement dans ce genre de truc. Ben là aussi. Donc, j'ai pas de pression de chef d'entreprise, c'est ça? Ouais, mais non, parce que je crois qu'on n'est pas chef d'entreprise. On est entrepreneur, on est artisan en vrai. Voilà. Tu parles dans tes propos d'épanouissement personnel, oui. De ne pas avoir de regrets à 50 ans, c'est ce qu'on t'avait dit lors de ton voyage. Ouais. C'est ça qui t'a motivé à l'époque? Non, ça n'a pas motivé, mais ça a été la dernière pichenette dont j'avais besoin. J'étais déjà au bord de la falaise, moi. Ce qui me motivait, c'était de réparer des motos. J'adorais ça. Je l'ai découvert, ça devait être un truc comme le 9 septembre 2004, quand j'ai posé mes fesses sur ces bancs du lycée professionnel de Villeneuve-la-Garenne, où j'ai pris un an de cours du soir. Et j'ai été traversé par un éclair, véritablement, quand le prof est rentré, je me souviens. Il avait une blouse blanche, il s'appelait monsieur Laurent Lafolie, je n'invente pas. Ouais. Il avait une blouse blanche et dans sa poche, il y avait vraiment le truc des profs de mécanique et de mécano, enfin de techno, quoi. C'est-à-dire le pied à coulisses, tous les styles, toutes les couleurs, le truc que tu détestes quand tu es au lycée. Et ce mec, je l'ai aimé. Et parce qu'il est arrivé avec un moteur de voiture coupé en deux, et à la main, il faisait tourner avec une manivelle de Vilebrequin, on voyait les mouvements des pistons, il y avait plein de couleurs peintes, jaune, rouge, bleu, pour voir les différents temps de l'admission, de l'échappement, de la compression. Et j'ai su que j'étais là, que c'est là qu'était ma place. Je me suis dit, en fait, je vais enfin acquérir un savoir que je veux acquérir. Tous les autres, je les ai acquis presque par défaut. J'ai fait les études, hein, pas par défaut, mais parce qu'on m'a dit de les faire, alors je les ai faites. Là, je m'étais battu pour ce CAP, je l'ai obtenu, le droit de le faire, et au premier cours, j'ai vu que il s'était passé un truc en moi. Oui, il y avait eu un déclic. Ouais, et après, évidemment, rencontrer ces gars et me rendre compte que je m'accomplissais pendant ces 5 années où j'étais, oui, salarié, directeur du marketing et déjà un peu artisan de mon propre bonheur, je me rendais compte que mon bonheur passait plutôt par le fait d'avoir du noir sous les ongles. Donc j'avançais petit à petit vers cette falaise, j'arrivais au bout, puis je me souviens, c'est ce mec de chez Powerplant, ce gars qui m'a dit, il s'appelle Yanniv, et Yanniv il m'a dit, voilà, faut pas que tu arrives à 50 ans que tu aies des regrets dans la vie. Et en fait je me suis dit, c'est con mais c'est vrai. Il y a tellement de gens qui à 40 ou 50 ans font des burn-out, et on en avait déjà parlé il y a 10 ans. Et je me suis dit, mais je peux pas être ces gars-là, c'est pas possible, ça ne devrait pas m'arriver. Et pour pas que ça m'arrive, je savais qu'il fallait que je déraille et que j'aille sur une autre voie. Donc je l'ai fait. T'as pris ta vie en main.
Oui, alors après, je pense pas qu'avant j'étais totalement non plus au milieu d'une tempête et je me laissais aller parmi les éléments, mais en tout cas, ouais, j'ai agrippé un peu plus fort le manche de la vie, ouais. Ouais, je pense. Justement, à entendre tes propos, c'est vraiment on sent la passion. Ah oui, oui, La bah oui, passion oui, s'il n'y a pas de aujourd'hui. passion, il n'y a rien. Quelques années plus tard, comment, là aujourd'hui tu es chef d'entreprise, tu n'es plus salarié, est-ce que la passion, Je suis un artisan. artisan pardon, Ouais, non, mais c'est pas grave. la passion elle est Ouais. toujours aussi intacte? Ouais, je vais donner un exemple tout à l'heure. Donc là, il est quelle heure là? Il est 19h15, 20 à peu près. J'ai pas de montre, pardon, j'ai oublié. Cet après-midi, on a redonné vie à une moto qu'on vient de finir, qui n'avait pas tourné depuis 15 ans. Et comme Hugo s'est blessé à la main, bah, c'est moi qui suis allé faire le petit tour dans Paris. Et j'ai chanté à tue-tête, mais à tue-tête, une chanson de Simon Garfunkel qui s'appelle Kodachrome. Me demande pas pourquoi cette chanson, je sais même pas pourquoi j'ai chanté, mais je chantais tellement fort qu'au feu rouge, il y a quand même quelqu'un qui a baissé sa vitre, qui m'a dit ça va bien monsieur, et je me rendais pas compte. Et j'étais heureux. Libre. Et oui, c'est même pas ma moto, dans une semaine on la rend à son propriétaire. C'est juste que j'étais fier de, quand je me regardais dans la vitre tu vois, du magasin, en plus pour la première fois on a fait une moto toute chromée, ce qu'on l'avait jamais fait avant, Ouais. je disais, oh, elle est belle. Et j'ai chanté à tue-tête. Voilà, pendant 4 kilomètres. Ouais. Tu vois, j'ai 43 ans et je chante à tue-tête, comme un enfant quand il saute dans les flaques. C'est bizarre, Ouais, hein, c'est mais vie voilà. heureuse. Bah, moi je trouve que oui. Je trouve que oui. Je trouve que c'est heureux. Il y a des questions là, qui ont été posées, notamment dans la Oui. reconversion, une question de salaire. Un Ouais. niveau de vie qui peut être confortable quand on est salarié, avec une prise de risque qu'on prend lors de la reconversion. Après, ça peut sourire pour certains, pour d'autres, ça ne sourit pas. À ton niveau, comment ça se passe au niveau, Salaire ouais, au niveau salaire, au niveau Évidemment, il n'a plus rien à voir avec ce que je gagnais, mais encore une fois, on a la vie qui va avec le salaire qu'on a. Donc, je fais plus les mêmes dépenses qu'avant, je ne consomme plus dans ce monde comme avant, et donc, bah, j'ai plus les mêmes besoins, donc j'ai pas besoin des mêmes ressources. Donc, je suis pas à plaindre du tout, hein. Je suis pas maigrichon, je mange à ma faim, tout va bien. J'ai la chance qu'on travaille avec des marques, donc par exemple, moi, j'ai plus besoin d'aller m'habiller dans des magasins. C'est les marques qui travaillent pour nous. Donc, Ouais. quand on veut un t-shirt, on appelle la marque, on dit on a des t-shirts, ils nous le font, et bien sûr, le sample, il est pour moi. Ouais, C'est con, mais ça marche. ouais. Donc voilà, en fait, je pense qu'il faut, en fonction des buts qu'on se donne et donc des fruits qu'on peut récolter de ces buts qu'on s'est donnés, ben, il faut adapter la voilure en fonction. Évidemment, si tu continues à vivre comme un nabab alors que tu gagnes plus un rond, ouais, là tu peux me parler de risque. Mais sinon, moi, c'est pas un risque, c'était un besoin. C'est pas pareil. Dans le mot risque, je trouve qu'il y a une connotation très dangereuse, du genre ouh, c'est un risque. Je ne l'ai pas vécu comme ça, moi. Du tout. J'ai jamais eu les mains moites en filant ma lettre de démission. J'ai jamais eu les mains moites en signant les statuts de notre SARL. J'ai jamais eu les mains moites depuis en allant travailler. Parce que, ben, surtout parce que je suis heureux, que je sais ce que je vaux aujourd'hui. Ouais, Je vaux ce que je fais. Tout le monde ne peut pas dire ça. ouais. Vraiment. C'est une chance. Ah ouais. Ouais, c'est une chance. J'ai l'impression de vivre comme les ouvriers dans les années 40-50. C'est-à-dire que je fabrique des choses de mes mains. Et le truc le plus fou, c'est qu'en plus, avec Hugo, on a la chance de d'abord les conceptualiser dans notre tête. Donc, elle est là la liberté. C'est qu'on dépend de personne pour arriver à notre fin. Cette moto dont je te parle, à part un chromeur auquel on a fait appel pour chromer des pièces, ça, on ne sait pas faire. Tout le reste, c'est nous. Donc, on ne doit cette réussite mécanique. Je ne parle pas de esthétique, hein, je parle de Ouais. mécanique, qu'à nous. Après, la réussite esthétique, nous, on trouve qu'à lier. Le client le verra, parce qu'il n'a pas vu la moto encore. Mais la réussite mécanique factuelle, genre la moto marche, fait le bruit qu'on voulait qu'elle fasse, elle freine, elle accélère, elle tourne comme il faut, les clignotants fonctionnent, ben, c'est que Hugo et moi. Il n'y a pas quelqu'un derrière dans l'ombre qui a manipulé les trucs et dont on serait dépendant. Alors qu'avant, ben, moi j'étais dépendant de plein de gens. Justement, quand tu as entamé ta reconversion professionnelle, est-ce que tu as eu des aides financières de l'État, par exemple? Alors je sais qu'il en existait, mais par procrastination et par phobie de l'administratif, nous n'avons jamais rempli aucun dossier. Voilà. Vous vous étiez renseigné quand même? Oui, enfin non. Non, c'est toujours pareil dans ce cas-là. C'est des gens qui te disent hey, tu sais que tu as le droit à ça, et tu dis ouais, mais qu'est-ce que ça va me coûter versus qu'est-ce que ça va me rapporter? Alors, de l'argent. Bon, est-ce qu'à ce moment-là, dans notre petite structure, on a besoin de cet argent? Le fait est qu'on n'en avait pas besoin, ça faisait 5 ans qu'on s'était acheté nos propres outils. Ouais. Depuis 5 ans, on accumule les outils, l'endroit, les machines. Donc finalement, bah, on avait déjà fait tous ces investissements-là. Nous, ce qu'il fallait, c'était déposer des statuts. Donc on n'avait pas besoin de cet argent en extra. Donc on ne l'a pas fait. Quand on se lance dans un projet, notamment la reconversion professionnelle, Oui. il y a parfois des banques qui sont derrière
derrière vous. Comment ça s'est passé votre relation avec... Est-ce qu'il y a une banque qui était derrière vous? Est-ce qu'elle Non. vous a fait confiance? Non, parce qu'on n'a pas demandé. Je pense qu'elle l'aurait fait confiance si on avait demandé. Et encore, je dis ça, non, parce que quand on est arrivé, nous, ce secteur n'existait pas. La transformation de moto en Europe, à part au Danemark, à Copenhague, ça n'existait pas. Donc, il n'y avait aucun modèle économique. Rien. Donc, je ne suis pas sûr que tu arrives dans une banque en disant bonjour, monsieur le banquier, voilà, on va transformer des motos sur mesure et en plus, on va travailler sans que le client sache ce qu'on fait. Je ne suis pas sûr que le mec, il aurait dit oui tout de suite. Mais on ne le saura jamais parce qu'on n'a pas demandé. Mais parce qu'encore une fois, on n'avait pas besoin. En revanche, on est allé voir une banque, on a expliqué qu'on était une SARL et voilà notre objet, voilà notre code APE, comme on appelle ça. Ouais. Donc on a décrit ce qu'on allait faire et encore on a parlé de 10% de ce qu'on allait faire parce que sur 100% de ce qu'on fait aujourd'hui, 90% n'était pas prévu, toutes les collaborations, tout ça. Donc c'est venu au fur et à mesure. Donc nous on a juste dit voilà, on va fabriquer des motos sur mesure. Et puis la personne nous a dit bah écoutez, on va ouvrir un compte et puis tout va bien se passer. Et ça se passe bien. C'était une occupation, enfin, c'est un métier à plein temps que vous faites. Au niveau des démarches administratives, comment ça s'est passé quand vous vous êtes lancé? Ça a été un peu compliqué et ça l'est encore toujours d'ailleurs parfois parce que comme tu le dis, nous c'est un métier à plein temps, on est physiquement... déjà on n'a pas internet là où on est. Ouais. Et puis même si on l'avait, on a les mains pleines de cambouis. Comment tu veux taper sur un ordi? Ouais. Donc on a la chance maintenant quand même grâce à justement internet d'avoir des banques qui se dématérialisent de plus en plus. Et donc bah, tu peux envoyer tes requêtes ou tes questions plus tard le soir, voire parfois la nuit, et puis la réponse te revient le matin. Donc c'est déjà un peu mieux, ouais. C'est déjà un peu mieux que si on avait dû faire ça dans les années 80, là ça aurait été compliqué. On aurait dû avoir une secrétaire en fait. Ouais. Pas de secrétaire toujours? Ben non, non, pas besoin. Vous êtes toujours deux là? Non, on n'est que deux, oui, bien sûr. Ouais. Et vous pensez embaucher un peu par la Non. suite On n'a pas envie. Pourquoi vous n'avez pas envie? Parce que j'ai été, moi, chef d'équipe de nombreuses personnes et puis que j'ai pas envie d'être le maître d'école en fait. Parce que malheureusement, c'est ça. Ouais. Ouais, bah oui, bien sûr. Parce que quand tu n'es que le salarié d'une entreprise, ton niveau de motivation, même si tu le crois à ton maximum, en fait, il n'y est pas à ton maximum. Moi, je l'ai bien vu. Et pourtant, je croyais être au maximum de ma motivation. Non, j'ai jamais été autant motivé que depuis cette année. Enfin, 7 le chiffre. Donc, on n'a pas envie avec Hugo d'avoir expliqué notre façon de faire. On a une façon de faire, on l'a développée en propre. En plus, on a un équilibre très particulier, nous à deux. Et une troisième personne, ça viendrait, même une quatrième, ça viendrait. Déséquilibré. Ouais, totalement, je pense. Donc, non, on est bien à deux. Avec Hugo, justement, vous en avez parlé quand d'ouvrir cet atelier? Oh, je sais plus. Entre le moment où vous en avez parlé et le moment où vraiment ça a été effectif, où l'atelier a ouvert, il s'est passé combien de temps? Quels sentiments vous ont traversé durant cette période? Alors, tous les deux si ta question sous-jacente, c'est le doute, jamais. Jamais. On n'a jamais douté du fait qu'on allait bien s'entendre tous les deux et qu'on allait s'éclater à faire ce qu'on fait. Est-ce que ça allait être une réussite? Ça, on ne savait même pas, on ne se posait même pas la question. Mais on savait qu'on allait s'éclater. Et ça a dû prendre, je crois que pour trouver le nom, ça a pris 4 mois. Entre le moment où on s'est dit, il nous faut un nom, et le moment où on est revenu avec un nom, ça nous a pris 4 mois. On a eu plein d'essais. Puis on a gardé pas le dernier d'ailleurs, on a regardé un qu'on avait trouvé au début. Et aujourd'hui, c'est notre nom et on en est hyper fiers. Mais oui, je dirais 4 mois. Et puis après, il a fallu déposer les statuts, aller au bulletin, au journal officiel. Il a fallu faire toutes ces démarches qu'on ne savait pas qu'il fallait qu'on les fasse. Donc on ne savait pas qu'il fallait qu'on les fasse, mais on les a faites. Ouais. Parce qu'on avait des gens qui nous ont aidés là-dedans, qui étaient déjà entrepreneurs avant. Donc ils nous ont dit attention, ça il faut le faire dans les temps. Il faut que vous trouviez un comptable, parce que c'est une SARL, donc il faut un comptable certifié. Donc voilà. On l'a fait au fur et à mesure. Tes compétences dans le marketing, en quoi elles te servent aujourd'hui dans ton métier actuel? Alors, j'ai tendance à dire que pour moi, le marketing, c'est d'abord du bon sens. Et je vais expliquer ce que ça veut dire pour moi, le bon sens. Si on te dit, voilà, on te donne des affaires à vendre et on te dit, maintenant, vends ça. Et que dans ces affaires, tu as une raquette de tennis et une paire de charentaises. Il est évident que la paire de charentaises, tu vas peut-être plutôt la vendre à un monsieur qui a une 60aine d'années, et la raquette de tennis à un mec qui a plutôt une 20aine d'années. Et pas l'inverse. Ça, pour moi, c'est du marketing. Et ça s'arrête là. Tout le storytelling, tout ce qui s'est fait depuis une 15aine d'années, je n'y ai moi jamais cru parce que j'ai eu la chance d'être de l'autre côté de la barrière. Donc j'ai vu comment c'était fabriqué dans les agences, en dernière minute, à flouer le client et à lui faire payer des maximums d'heures en disant ouais, on a en brainstorming pendant 50 heures quand le mec en vrai il a bossé une demi-heure en mangeant une barre chocolatée. Je sais, je l'ai vu et je l'ai même fait. Donc j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, je pense que nous on a une approche différente de l'artisan qui subit son métier parce qu'à 14 ans on lui a dit bon t'es nul à l'école, allez bim tu deviendras garagiste. C'est pas ce qu'on a vécu. Nous on l'a choisi et moi je l'ai choisi à 30 ans et donc j'avais eu le temps d'être formé à plein d'autres choses avant.
Mon œil s'était aguerri à des tas de domaines qui n'avaient rien à voir avec la mécanique, l'art contemporain, l'art plastique, la photographie, le cinéma, la bande dessinée, la mode. Et donc je pense que on n'est jamais que l'accumulation de toutes les expériences qu'on vit dans la vie. Et ben Hugo et moi, et donc Blitz, c'est l'accumulation de tout ce que Hugo et moi avons vécu avant de mettre les mains dans un moteur. Et donc il y a tout ça. Et certains cyniques appellent ça du marketing, ok, moi j'appelle ça juste de l'authenticité sur ce qu'on est. Et ben dans cette authenticité, il y aura une façon d'imaginer un site internet, une façon de s'exprimer, un choix du langage. Alors nous c'est l'anglais, parce que clairement 80% des gens qui sont sur internet et qui nous suivent ne sont pas francophones. Louis XIV et le français comme langue universelle, c'était il y a très longtemps. Non mais je le rappelle parce qu'il y a des gens qui continuent de croire que c'était le cas, enfin que c'est le cas aujourd'hui. Il y a eu au-delà de ça, il y a eu tous les petits films qu'on a pu faire où les gens ont dit ah bah oui ça vous vend bien, faux. Le premier film qu'on a fait, par exemple, qui a dépassé les 3 millions de vues aujourd'hui, il parle même pas de notre métier. On est juste 4 mecs et on se balade dans la campagne, en l'occurrence française et espagnole. Alors que si on avait fait du marketing, il aurait fallu qu'à un moment on fasse comprendre aux gens que ces motos, on se les était fabriquées. À aucun moment. C'est de l'authenticité. Ben ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai du mal avec le mot marketing. J'ai fait du marketing, mais je pense que moi je me suis détaché de ce marketing-là et que en fait la seule chose qu'on sait faire avec Hugo, c'est de dire vraiment qui on est et ce qu'on fait. Et on ne ment pas. Entamer une reconversion professionnelle comme tu l'as fait avec Hugo, se lancer, c'est aussi être en accord avec soi-même. Ah ben c'est d'abord et avant tout faire ça. C'est-à-dire que si tu n'es pas en accord avec toi-même quand tu le fais pas. Parce que en fait je pense que la reconversion n'est qu'une conséquence positive d'une quête de sens qu'on pensait avoir perdue. Il y a bien eu un moment, moi, où j'ai traîné les pieds pour aller au boulot, un peu. Et donc, c'était le début de ces questions en disant, mais est-ce que ça me plaît vraiment de faire ce que je fais, d'être dans un bureau, derrière un ordinateur, à envoyer et recevoir des mails et à remplir des fichiers Excel? Bon, ben, ça me plaisait plus. Quand vous vous êtes lancé, est-ce que, par exemple, vous aviez déjà un réseau de clients? En assurant d'avoir des clients, d'avoir... Alors, c'est compliqué parce que déjà, on n'a pas de réseau de clients, vu qu'on ne fidélise personne. On n'a pas de newsletter, on n'a pas d'emailing, on n'a pas d'incentive, on n'a rien. On avait une réputation, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il y avait des gens dans Paris uniquement qui savaient que les gars du 17e, parce qu'à l'époque c'était le nom dont on nous avait affublé, faisaient des motos noires mat. Mais très vite, on a commencé, on est arrivé, il y a aussi une histoire d'alignement des planètes, mais on est arrivé à un moment où la reconversion des cols blancs devenait sexy pour les médias. C'est-à-dire que c'était intéressant pour les médias de parler de ça, alors que ça a toujours vécu. Hein. Il y a toujours eu ça, des cols blancs qui se reconvertissent. Il y en a toujours eu. Dans les années 70, il y a plein de mecs qui ont quitté Paris pour aller sur le plateau du Larzac et élever des chèvres. Donc voilà, on n'a rien inventé. Sauf que là, les médias s'y intéressaient. Et ben, quand tu es un média et que tu cherches une histoire de quelqu'un à raconter et que tu trouves quelqu'un, ben forcément tu y vas. Et quand tu es médiatisé, ben tu deviens médiatique. C'est le cercle vertueux ou vicieux, appelle-le comme tu veux, mais donc très vite en fait, ce sont les médias qui ont pris le relais de ce qu'on ne faisait pas, c'est-à-dire vous ont fait connaître. Voilà, nous on ne parlait pas de nous, on n'a jamais acheté de campagne, on n'a jamais rien fait, on n'avait donc pas de réseau pour répondre vraiment à ta question. Sauf que des médias et en l'occurrence internationaux se sont intéressés à nous, donc très vite on a eu des clients internationaux. Et ensuite, ben, ces gens, j'imagine, devant être contents de leur moto, en ont parlé autour d'eux, l'ont fait savoir. Oui, il n'y a que comme ça que ça fonctionne de toute façon. Quand tu fais ce qu'on fait, il y a que comme ça que ça marche. Ça fait 7 ans là, ton atelier l'a ouvert. Oui. Est-ce que tu peux évoquer avec nous les bonnes surprises que tu as eues en 7 ans et puis aussi les mauvaises? Des mauvaises, on n'en a pas vraiment eu. En plus, non, oui. Alors, on a eu parfois des motos qui nous ont énervés parce qu'elles ne tournaient pas comme on voulait, mais c'était de notre faute. Donc, à un moment, Et puis, l'intérêt de la mécanique, c'est que c'est un champ fini des possibles. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de fantôme. À un moment, une fois que tu as changé toutes les pièces, ça va forcément marcher. Donc, on a toujours eu ça. Puis tu vois, encore, comme je te disais tout à l'heure, des surprises bonnes, je me suis surpris à chanter tout à l'heure sur la moto de mon client. Voilà. Et ça, on l'a tout le temps. Là, récemment, on a reçu une collaboration avec une paire de bottes de moto qu'on a fait faire et la paire, elle est au-delà de nos expériences. C'est-à-dire que j'attendais un truc de leur part et ce qu'on a reçu est plus beau que ce que j'imaginais. Là, on a nos pulls. C'est con, hein, mais on fait des pulls, on se marre, on tente une couleur orange. Porter un pull orange, c'est compliqué. Ben non. Ça marche. Donc on est super content. Donc à chaque fois, nous, on est comme des enfants devant le Père Noël, quoi. C'est tous les jours Noël, nous. Enfin tous les jours non, mais très régulièrement. Là en ce moment, c'est tous les jours d'ailleurs. Donc il n'y a pas eu une mauvaise surprise? Écoute, non, je touche du bois. Il
on n'est pas responsable de la mort de personne. Non, mais parce qu'on pourrait nous dire, voilà, vous faites des motos et demain, si le mec a un accident, bon bah. Ouais. Non, on n'a pas eu ça. Non, on a eu que des bonnes surprises. Ouais. Et là, 7 ans plus tard, si aujourd'hui tu es encore dans le marketing, et si c'est à refaire, est-ce que tu le referais? Donc on est en 2017, mais j'ai pas franchi le pas il y a 7 ans. Ouais. Ouais, bah alors là, je suis devenu un sacré connard de cynique alors. Je gagne plein de pognon et j'en ai de la terre entière. Donc je suis content de pas être devenu ce mec-là. Parce que c'était la voie, hein. C'était la voie que j'allais prendre, je pense. 7 ans plus tard, est-ce que ton concept il a évolué aujourd'hui? Non, pas d'un iota. On continue à faire les motos sur mesure, en accord avec la personnalité enfin, en accord avec ce que nous montrera de lui la personne qui est venue nous voir. Donc on lui pose des questions très personnelles, il est libre d'y répondre ou pas. Et comme d'habitude, encore une fois, il sort de cette moto. Là, j'ai ridé une moto aujourd'hui que le client n'a toujours pas vue. Ouais. Je lui ai juste envoyé un mail tout à l'heure en disant voilà, votre moto, les premiers tests dynamiques montrent que la moto fonctionne. Et je lui ai dit d'ici 15 jours maximum, la moto sera finie. Mais il n'a aucune photo, et il n'en aura pas, et il n'y a aucune photo de cette moto pour le moment sur les réseaux parce qu'on ne veut pas brûler la surprise. Donc pour le cœur de métier, c'est-à-dire faire des motos, on n'a pas changé d'un iota. Pour les collaborations, c'est pareil, on n'a pas changé d'un iota. On ne travaille qu'avec des gens qui incarnent des marques et les marques et les gens ont la même philosophie que nous, c'est-à-dire de la qualité, de la durabilité, de l'humain. Et on évite le fabriquer à l'autre bout du monde parce qu'on gagne 30% de marge. Ouais. Voilà. Et donc on travaille avec des marques. Alors, on travaille avec une marque australienne. Oui, c'est l'autre bout du monde pour nous. Mais n'empêche que cette marque, elle est australienne. Donc ça fait du sens qu'elle soit fabriquée en Australie, les chaussures. Alors après, elles voyageront pour être vendues, ça d'accord. Mais elles ne voyagent pas pour être stockées. C'est une grosse différence. Est-ce qu'il y a une chose que tu ne referais pas? Non. Enfin, comme ça, bon pour point, non. Tout ce que j'ai fait, j'en suis fier. Je l'assume totalement. Non. Tout ce qu'on a fait, on l'a voulu et on a fait en sorte qu'on en soit fier. Donc, et jusqu'à présent, je touche du bois, c'est le cas. Si tu avais quelques conseils à donner brièvement à des personnes qui t'écoutent, qui te regardent et qui réfléchissent encore, qui restent indécis concernant leur avenir professionnel et qui envisagent peut-être une reconversion, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Faites-le. Je sais pas ce que je pourrais leur dire, ça dépend. Il y a Bukowski qui avait écrit ce poème assez dingue sur. Il en avait marre. Il en avait marre que la mode soit aux écrivains maudits. Et Bukowski, pourtant, c'était un écrivain maudit, donc tout le monde voulait devenir le nouveau Bukowski. D'accord? Et donc il a fait ce poème qui s'appelle en anglais So You Want to Be a Writer. Donc en français, c'est alors comme ça tu veux devenir un écrivain. Je le conseille à tout le monde, lisez ce poème parce qu'il dit en gros, si t'as pas un truc à dire, si tu le fais pour la gloire, l'argent, les femmes, si c'est pas dans tes entrailles et que si tu ne le craches pas, tu en mourrais, alors ne le fais pas. Ben, je trouve que ça résume beaucoup ce genre de prise de décision. C'est que si ça ne doit pas sortir comme un volcan en éruption de toi, ne le fais pas. Celles et ceux qui sont encore animés par le doute aujourd'hui, avant de prendre la décision, ou même après, voilà, qui ont entamé une reconversion, mais qui doutent encore, qu'est-ce que tu peux leur dire, toi? Je pense que le doute est normal. Nous, on a... Alors, nous, encore une fois, hein, comme quand on a pris notre... Enfin, quand on a sauté, on a pris vachement d'élan, parce que ça faisait 5 ans qu'on faisait déjà ça, le soir et le week-end. Donc c'est un peu différent. Donc quand on a sauté, notre tremplin était un peu haut. On avait la chance de monter très haut parce que, pardon pour la métaphore, mais voilà, on savait qu'on n'allait pas retomber tout de suite. Parce qu'on avait déjà quelques clients qui étaient prêts à nous suivre dans ce pari fou de se faire une moto sans savoir ce que ça allait donner. Mais il n'empêche, le doute ça fait partie intégrante de l'être humain, il me semble. Et donc, douter de soi... à juste titre. Après, il ne faut pas douter en permanence, il ne faut pas manquer d'assurance en soi non plus. Mais se dire qu'on n'a pas l'omniscience et l'omnipotence, ouais, tant mieux d'ailleurs, sinon on deviendrait con. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous, on fait au mieux qu'on peut avec notre champ de compétences. Mais on sait qu'on n'a pas toutes les compétences. Donc, parfois, on s'entoure de gens. Et parfois, on doute aussi, Alors, soit on s'entoure de quelqu'un qui sait mieux que nous, soit on apprend, et puis on essaye, on tombe, on recommence, jusqu'à ce qu'on perfectionne la maîtrise de la soudure par exemple et que maintenant on n'a plus besoin de personne pour souder un cadre, ce qui n'était pas le cas il y a 4 ans. Merci à toi Fred en tout cas pour tous tes conseils. Merci à tous ceux qui ont écouté, merci aux questions. Et puis merci aux internautes de nous avoir suivis pour ce live Facebook consacré à la reconversion professionnelle. Au revoir, merci. Salut, bonne soirée.